Voilà, nous revoilà pour cette émission sur les secrets de la carte électorale. Donc vous avez compris toutes ces données qui sont utilisées, ce qui vont nous permettre aussi d'établir notre carte électorale. On disait avec Thomas pendant la pause, j'avais prévu tellement d'autres choses à partager avec vous qu'on va devoir faire très prochainement une deuxième partie à cette émission parce que je ne peux pas faire tout ce que j'avais prévu de faire. En fait, j'avais tout un dossier sur le vote des femmes avec des statistiques sur l'évolution dans l'électorat américain depuis la décision de la Cour suprême de revenir sur Roe v. Wade, etc., etc. C'est promis, on va garder sur ça. Je ne sais pas, Thierry, si on aura le temps d'aborder le Sénat parce que je ne veux pas sacrifier cette partie-là. Je veux aussi vous parler parmi les stratégies de conquête, un outil révolutionnaire de micro-targeting utilisé pour les pubs digitales par la campagne de Harris. Vous allez voir, je vais vous montrer, tiens, tout de suite Thomas, si tu peux nous montrer les dépenses en termes de pub digitale. Pub digitale, c'est quoi? C'est Google via YouTube, voilà, c'est Google via YouTube, c'est Snapchat et c'est Facebook, TikTok et compagnie. Et vous voyez combien la campagne Harris a un avantage colossal en termes d'investissement sur celle de Donald Trump. Alors qu'en 2016, une des raisons du succès de Donald Trump avait été justement une très très bonne campagne et utilisation des réseaux sociaux, des pubs, entre autres sur Facebook. On le voit, c'est complètement plat du côté de Trump. On investit, mais je vous préparais une émission là-dessus parce que c'est un sujet extrêmement, j'ai des documents complètement fous, c'est un sujet extrêmement intéressant, comment aujourd'hui la campagne Harris a des publicités prévues et fait du micro-targeting, c'est-à-dire que ils se sont rendus compte que par exemple dans tel quartier de Phoenix, c'est au niveau du quartier, hein, dans tel quartier de Phoenix ou dans tel quartier de Philadelphie ou dans telle zone rurale de la Géorgie ou de la Caroline du Nord, ce thème ou ce thème ou ce thème était porteur. Et aujourd'hui, la campagne Harris dispose de l'argent et des moyens pour aller proposer sur YouTube une publicité sur ce thème-là. Hein, ils se sont rendus compte que, par exemple, votre premier souci, c'était d'accéder à la propriété. C'était grâce aux banques de données. C'était, par exemple, ce qui était le plus recherché sur Internet, que les gens allaient sur des sites pour acheter des maisons, mais ne les achetaient pas derrière. Ils allaient sur des sites pour avoir les taux bancaires et ça représentait trop d'argent. Ils allaient sur des sites pour calculer leur possibilité d'avoir accès au crédit et ça ne fonctionnait pas. Ces informations-là, la campagne Harris les a acquéries, les a achetées. Ce sont des données qui sont commercialisées. Et là-dessus, va vous envoyer une publicité en expliquant que grâce à elle, il y aura cette possibilité d'avoir accès à une aide de 25 000 $ pour accéder à la propriété. Et donc là-dessus, une avance considérable également de Kamala Harris. Donc voilà, maintenant on va partir sur notre carte électorale et je vais vous donner deux versions. La première version dont je vais vous parler, c'est la version, d'après moi, la plus optimiste possible pour Kamala Harris, qui correspond à un scénario que je pense possible. Ce scénario-là, c'est exactement le scénario de la campagne, on en a un petit peu parlé hier avec Jean-Marc Léger, de la campagne de Ronald Reagan contre Jimmy Carter. Jimmy Carter, cette fois-ci, étant incarné par Donald Trump. La campagne de Ronald Reagan, c'était une campagne qui
jusqu'à la convention républicaine, était une campagne qui était en retard. Tous les sondages donnaient Jimmy Carter, président sortant, gagnant. Il était donné comme gagnant jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose au niveau de la convention républicaine. Et ce qui s'est passé en 1980 au moment de la convention républicaine, qui est suivi à la télévision, encore plus que maintenant, c'est vraiment des rendez-vous essentiels, c'est que d'un coup, alors que Jimmy Carter a fait son programme sur le fait que le monde était dans une position compliquée, qu'il y avait des enjeux extrêmement graves, en livrant une version sérieuse et pessimiste, ça doit vous rappeler quelque chose, une vision pessimiste de la situation mondiale. Du côté de Reagan, c'est le contraire. On fait campagne sur l'optimisme. L'optimisme, le rêve américain, le fait que les Américains sont des gagnants, et Donald Trump va axer sa communication vers deux catégories. Un, les mères, les femmes dans les banlieues, les suburbs, ce qui est maintenant le cœur de la campagne de Biden en 2020, mais surtout encore plus aujourd'hui avec la question de l'avortement au cœur de la campagne de Kamala Harris. Et le deuxième point, ça va être de créer cette catégorie d'électeurs qu'on appelle les Reagan Democrats, c'est-à-dire d'anciens électeurs démocrates qui vont être charmés par l'enthousiasme le patriotisme de cette campagne de Ronald Reagan. On a exactement la même chose du côté de la campagne de Kamala Harris. Et ce qui se passe, c'est que peu à peu, la campagne Reagan va prendre le dessus sur la campagne de Jimmy Carter. Et mi-octobre, pour de multiples raisons, la cote de soutien de Jimmy Carter s'effondre. Et Reagan arrive à parler à tous ses électeurs indépendants, démocrates qui ne se reconnaissent pas dans cette vision nihiliste du monde, un petit peu comme Donald Trump aujourd'hui, et évidemment républicains. Résultat, les résultats de l'élection sont fous. Je ne sais pas si on a la carte électorale justement de 1980, vous allez voir ça. Vous n'avez jamais vu ça, c'est complètement fou. En 1980, 489 grands électeurs pour Ronald Reagan. Il fait 50,7, donc il est à peu près dans le même score que Biden, mais c'est surtout son adversaire en face qui s'effondre. Jimmy Carter fait que 41% des voix. Et donc, Reagan va remporter 44 États. 44 États. Et Jimmy Carter, simplement 6. C'est un des scénarios possibles pour Kamala Harris. Pas cette carte-là, mais le fait que aujourd'hui, Donald Trump, qui est dans son plafond maximum, il vous l'a expliqué plusieurs fois à Jean-Marc Léger qu'en fait, Donald Trump n'a jamais fait mieux que 47% des voix. On peut imaginer, il y a un scénario où sa candidature peut perdre 3, 4, 5% des voix parce que le mois d'octobre aura été négatif, parce que les Américains considèrent maintenant c'est clair, ils ne voteront pas pour lui. Une partie des républicains disent c'est clair, on ne votera pas pour lui. Je vous signale qu'à l'intérieur du parti républicain, on commence à entendre des voix, des murmures qui disent finalement ça serait peut-être mieux pour l'avenir du parti que Donald Trump perde pour pouvoir reconstruire à zéro. Ça s'était dit pareil pour Jimmy Carter en 1980.
Et c'est comme ça que d'un coup, Donald Trump, de 47%, avec une Kamala Harris qui serait dans les scores de Joe Biden, donc qui serait dans les 50-51%, Donald Trump, lui, s'effrite, perd une partie de ses électeurs et se retrouve avec une situation où peut-être on pourra se dire, ah ben tiens, peut-être que la Floride est en jeu. Elle n'est pas en jeu actuellement. Il n'y a pas d'investissement publicitaire, il n'y a pas d'investissement pour aider les candidats démocrates en ce moment en Floride. Et je sais qu'on parle beaucoup de la Floride. Je pense qu'aujourd'hui, petite parenthèse Thierry, l'intérêt des démocrates n'est pas forcément d'aller investir d'une manière colossale en Floride, même si c'est d'une des options pour aller prendre un siège, mais et je vous raconterai ça dans une autre émission en détail, d'aller investir massivement du côté du Nebraska. Du côté du Nebraska, où la candidate Deb Fischer, candidate sortante républicaine, est en difficulté face à un candidat qui s'appelle Dan Osborne, qui a toutes les raisons d'espérer pouvoir gagner, d'autant plus qu'il y a un référendum là-bas, pas sur l'avortement, mais principalement il y en a un sur la légalisation de la marijuana, et l'autre sur le fait d'avoir des congés payés, des congés maladie payés, ce sont des questions qui font que je pense que le Nebraska va être un des enjeux de cette campagne du côté du Sénat. Donc ça veut dire quoi pour notre carte? Ça veut dire que aujourd'hui, avec toutes les informations que j'ai, celles que je vous ai partagées, celles que je ne vous ai pas partagées, je considère, allez Thomas, c'est parti, Minnesota en bleu, et je pense qu'il sera même plus foncé que la carte actuellement. Voilà, on va le mettre Minnesota. Wisconsin, Michigan en bleu. Là, ne tenez pas compte des taux de densité de ce bleu. On va partir du côté du Nevada et de l'Arizona. Je considère que l'Arizona est en bleu pour différentes raisons. Le référendum, les candidats sur place, la campagne sur place et le fait que désormais 67% de l'électorat est regroupé dans Phoenix et sa banlieue. Donc ça ne sera pas bleu intense comme ça, mais ça sera bleu. Nous sommes à 262. Si l'Arizona vote bleu, je pense qu'aussi le Nevada, pour deux raisons. Le Nevada, grâce à l'aide des syndicats sur Clark County, donc où nous habitons sur Vegas, et le fait que Kamala Harris a une communication qui fonctionne vers les communautés hispaniques qui étaient plutôt séduites par Donald Trump. Et donc le Nevada, nous sommes à 268. Et donc l'élection va se jouer comme la campagne Trump le pense, sur la Pennsylvanie et la Géorgie, et sur la Caroline du Nord, comme l'espère la campagne de Kamala Harris. J'estime que la Pennsylvanie, quoi qu'en dise Donald Trump, pour des tas de raisons d'organisation, entre autres sur le terrain, sur le fait que l'élection débute dans 15 jours, sera remportée par les démocrates. Kamala Harris. On est à 287. Kamala Harris est à la Maison-Blanche. La Géorgie, oublions pour un moment les problèmes extra-électoraux, c'est-à-dire les tentatives de la campagne Trump d'aller s'imposer en Géorgie par le pouvoir et non pas par les urnes. Oublions ça pour un moment. On va parler des urnes. Je pense que à Fulton County, parce que Kamala Harris est afro-asiatique et parce que elle dispose du soutien de Fannie Willis, les scores démocrates sur Atlanta et Fulton County seront encore meilleurs que sous Joe Biden en 2020.
je vous rappelle que c'est 60% de la population sur cette zone-là, Fulton County, Atlanta. Je pense que les scores seront encore meilleurs. Je pense que dans les banlieues, les suburbs, parce que la question de l'avortement, parce que la personnalité de Donald Trump, parce que les commentaires de Donald Trump contre les républicains normaux de Californie, les démocrates vont bien performer. Je pense aussi que grâce à Tim Walz, on l'a vu dans ce tour en bus en Géorgie, les démocrates sont en mesure de limiter les dégâts dans les zones rurales. Pas de gagner, mais de limiter les dégâts dans les zones rurales. Donc je pense aujourd'hui que de peu, avec 2 sénateurs sortants qui sont déjà démocrates, que les démocrates gagneront à nouveau la Géorgie. Nous sommes à désormais... Hop, ça arrive, démocrate, bleu, voilà, nous sommes désormais à 303. La Caroline du Nord. De toutes les raisons que je vous ai données, le fait que 40% de l'électorat soit rassemblé autour de Raleigh, le fait que le gouverneur soit un démocrate, je pense que la présence de Mark Robinson, MAGA, ultra MAGA, sur le bulletin de vote, le fait qu'il faille voter contre lui, c'est un choix de Donald Trump, que ce choix de Donald Trump vienne l'handicaper, et donc on reverra ça à la fin du mois de septembre, début octobre, mais à l'heure actuelle, j'estime que la Caroline du Nord sera gagnée par les démocrates, ce qui fait 319-219. S'il y a une vague bleue extrêmement forte à la Carter, on peut se dire qu'au niveau du Maine, la voix qui est remportée d'habitude par les républicains, qui est donnée à Donald Trump, comme il avait gagné, deviendra démocrate. Nous sommes à 320. Et si effectivement il y a une vague à la Reagan, je n'y crois pas pour l'instant pour de multiples raisons. On peut imaginer que la Floride tombe démocrate, mais très sincèrement, c'est avec d'énormes pincettes et des conditions très particulières qui n'existent pas pour le moment. C'est pareil, donc qui deviendrait en bleu, donc qui permettrait 350, donc cette large défaite de Donald Trump. On va remettre la Floride en rouge. On va remettre, ça arrive, la Floride en rouge, elle arrive, voilà, c'est bon, merci Thomas. On va remettre le vote du Maine en rouge. Et donc vous avez au 31 août ce qui correspond, d'après moi, à la carte électorale américaine. Ce n'est pas un sondage, c'est avec tous les outils que nous avons, que j'ai pu consulter, d'autres dont on n'a même pas eu le temps de parler, mais on reparlera, c'est certain, ce sont des émissions qui vous fascinent. Donc voilà, au-delà des sondages, une large victoire de Kamala Harris. Et puis la beauté de cette carte-là, c'est qu'on se dit, bah tiens, si jamais le Nevada tombe dans l'escarcelle de Donald Trump, c'est pas très grave. Regardez, nous sommes encore sur la barre des 300. Il y a tellement, la victoire en Caroline du Nord est tellement large que ça ne pose pas de problème à Kamala Harris. Voilà. Ouf. Voilà. C'était beaucoup d'informations, beaucoup de données. Vous comprenez pourquoi ça met autant de temps à préparer ces émissions spéciales. Et encore une fois, on aurait pu rester ensemble 2 heures. Hein. Je ne vous ai même pas ouvert le dossier consacré au vote des femmes. On le fera à un moment, c'est promis. Et pareil sur cette stratégie de micro-targeting, donc de micro-ciblage pour la publicité digitale. Publicité sur les réseaux sociaux, vous allez voir, c'est complètement
C'est complètement fou. Avant de laisser la place à Monsieur Cody qui ne regarde pas l'OM pour être avec vous, je vais vous rappeler, déjà je vais vous remercier d'avoir été aussi nombreux, j'ai vu passer pas mal de vos messages, j'ai vu passer le nombre, Thomas nous disait que nous étions plus de 4000 à un moment pour une émission extrêmement pointue. Je voudrais donc vous inciter, si ce n'est pas encore le cas, que vous nous découvrez sur X par exemple, à vous abonner à la chaîne et à venir cliquer sur la sonnette notification. On a plein de rendez-vous. Lundi, on va essayer d'être en direct de Pittsburgh où pour la première fois Joe Biden et Kamala Harris vont faire campagne en même temps. C'est le jour de la fête du travail. Ça devrait être un énorme événement. On va essayer de vous le faire vivre, mais on ne sait pas encore. Les horaires n'ont pas été communiqués, donc c'est pour ça il faut s'abonner. Mais avant ça, dimanche, on ne l'oublie pas, demain, évidemment, Sentinelle avec Maître Eolas. On parlera de beaucoup de choses, du Premier ministre, de proportionnel, de l'affaire Telegram. Rien que ça, déjà, c'est une énorme émission. Mais la grande nouveauté, c'est que demain, à 20h, donc une heure avant Sentinelle, on va lancer un nouveau rendez-vous. Maintenant, à vous, où on répondra à toutes vos questions. On essaiera, c'est la première, c'est pas certain que ça fonctionne, on essaiera de vous avoir en audio pour l'émission, pour venir discuter, poser vos questions, et surtout ensemble, demain, ne ratez pas ce moment dans Maintenant et vous, à 20h, 14h Québec, 14h Québec, j'insiste sur le 14h Québec, pourquoi ? Parce que demain, ensemble, on va essayer de travailler sur cette question que Jean-Marc Léger nous a demandé. Il souhaite l'incorporer dans son prochain sondage aux États-Unis. Et donc, ça, c'est demain, 20h, 14h, maintenant à vous. Voilà, n'oubliez pas d'aller jeter un œil si ça vous intéresse, de nous soutenir sur lachute.info et participer à notre forum d'échange, de discussion sur la campagne, sur les affaires Trump. Je sais, il y avait aussi les affaires Trump dont je voulais vous parler, mais nous n'avons pas le temps. Merci Sil pour ton message. Merci Joël pour ton message. N'oubliez pas non plus, si vous avez justement aimé l'émission, d'aller ensuite cliquer sur le pouce, ça nous aide. Et puis, comme vous le faites, comme je le répète à chaque fois, avec le peu de voix qui me reste, de nous laisser un commentaire. Cela nous aide et cela nous fait extrêmement plaisir de vous lire. Donc, n'oubliez pas, le pouce, les commentaires, je laisse la place à Cody. Demain, et je vous donne demain rendez-vous à 20h en Europe, 14h au Québec pour Maintenant à vous. Bonne soirée.